Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Michel, merci Emmanuel, de m'accueillir dans ce campus d'Innovacteur. Alors effectivement, je suis le CEO de Humans Matter, qui est une entreprise de design cognitif. Je vais vous expliquer un peu rapidement ce que c'est que le design cognitif. J'ai aussi une autre casquette, je suis président de l'Institut de la sociodynamique. J'aurai l'occasion tout à l'heure d'animer un atelier sur la sociodynamique, qui elle-même, cette association, organise tous les 2 ans le campus de l'innovation managériale. Voilà, donc ça a eu lieu le dernier, en novembre dernier, à Sciences Po. Désolé pour le SCP. Si le SCP veut bien nous accueillir, pas de problème pour le prochain qui aura lieu donc en 2026. Et donc, à cette occasion, on travaille effectivement également sur des logiques d'innovation et notamment sur la création des coopérations qui nous semblent absolument indispensables à l'innovation. J'y reviendrai aussi très certainement. Humans Matter, design cognitif, en fait, on est une entreprise de 150 personnes qui est pluridisciplinaire. Donc, on a décidé que pour approcher le facteur humain, qui nous est très cher dans les transformations, dans les organisations, mais aussi dans le domaine de la santé, il nous semblait qu'il fallait, pour approcher ce que nous sommes, individuellement et collectivement, créer une équipe pluridisciplinaire et rattachée à la science. Pour avoir, en fait, pour ne pas dire n'importe quoi, ne pas faire n'importe quoi sur le sujet qui nous préoccupe, qui sont les attentions, les apprentissages et les décisions. Ce sont les 3 points clés de nos humanités et qui nous semblent importants aujourd'hui de reconsidérer au regard des transitions qui nous traversent. Et donc pour faire ça, en fait, on a une équipe d'une vingtaine de chercheurs, docteurs en sciences cognitives, qui traversent donc les neurosciences, l'anthropologie, la philosophie, la psychologie, les sciences humaines, la sociologie, par exemple, et qui nous permet, nous ce qu'on fait, en fait, on construit des parcours qui sont des parcours de formation, de transformation, et également on a un domaine dans la santé puisqu'on travaille sur de l'évaluation et de l'entraînement cognitif pour des personnes qui ont des problématiques de troubles cognitifs ou de maladies neurodégénératives. Et donc là, on va plutôt articuler les neurosciences sur ces sujets-là. Et cette équipe pluridisciplinaire, en fait, elle nous permet d'approcher plus franchement ce que sont les interactions et les apprentissages au sein de nos vies. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait ça, c'est moi. En fait, le constat qu'on porte aujourd'hui, alors je vais plutôt m'orienter sur la partie entreprise-organisation, quelle qu'elle soit. On intervient dans beaucoup d'entreprises. On fait 2/3 de notre activité dans les entreprises et les organisations et les services publics. Ce qu'on perçoit, c'est qu'on provient de générations qui ont été alimentées dans le cadre de leur travail par des systèmes d'information et des processus. Les transformations ont été massives et souvent induites par de nouveaux systèmes d'information qui visent à unifier quelque peu les relations et les processus qui visent à les cadrer et à faire en sorte que chacun y trouve sa place. Donc ça a beaucoup d'avantages. C'est que ça permet aux personnes d'avoir des espaces de sécurité dans leur travail, de normes aussi. Mais ça a un inconvénient, c'est que ça enferme un peu et que derrière les cases et les cadres, on a un sujet qui sont comment est-ce qu'on retrouve des espaces de liberté. La complexité en plus des interactions qu'on vit fait que eh bien, parfois les cadres et les processus volent en éclats. On l'a vu évidemment pendant la crise du Covid, qui était où on a bien observé que ces cadres n'étaient pas toujours efficients, efficaces, voire on les a fait exploser parce qu'on s'est dit c'est pas comme ça que ça marche, ou ce n'est plus comme ça que ça marche. Et le deuxième constat qu'on fait également, c'est que il y a une forme d'incapacité d'agir. Alors, en fait, comment elle se perçoit? Elle se perçoit beaucoup dans les comportements. On peut tous voir des comportements d'agressivité, d'inhibition, de résignation, de passivité. On va rejoindre la sociodynamique là-dessus. Et qui fait que, en fait, dans les grandes transformations, mobiliser, motiver, coopérer, innover devient de plus en plus difficile.
Et nous constatons en fait qu'on peut agir sur cette capacité d'agir. La capacité d'agir est une compétence. On peut regagner des degrés de liberté. Mais il va falloir faire en fait un certain nombre à la fois de renoncements, mais aussi d'actions volontaires, individuelles et collectives. Le troisième sujet, pour nous, qui fait le constat, c'est que dans les organisations, en fait, on a eu un management des compétences très, très poussé par les référentiels. Il n'y a pas, alors on a aussi chez Humans Matter une activité qui travaille des référentiels de compétences. On a dû en faire à peu près 2000 ou 2500 référentiels de compétences. Ces compétences, en fait, quand on les regarde, tous, chacun pense avoir le meilleur, ou le meilleur référentiel, ce sont plutôt des compétences de gestion qui visent à organiser, planifier, interagir, prendre la parole, faire des choses qui sont de base, qui sont très importantes, qui sont des compétences socles, mais qui, dans un monde complexe, en fait, ne suffisent plus. On se dit comment on peut regagner en fait, des espaces de liberté, des espaces d'innovation, de créativité, au-delà de ces référentiels sur lesquels on a assis des plans de formation, des GEPP, etc., et qui, là aussi, en fait, constituent des cases. Et donc, ces trois constats-là, en fait, mis bout à bout, nous disent, mais pour innover, c'est notre sujet, hein, comment, en fait, on peut travailler sur le fait de sortir de ces cases, sortir de ces cadres et regagner en espace de liberté. Vous pouvez m'arrêter, non? Je ne sais pas si vous avez des... Alors, agir sur la capacité d'agir. En fait, nous, on a développé au sein de Humans Matter je dirais un concept qui est celui de la métacognition, de la métacompétence. Il nous semble que la compétence de la compétence est importante dans les espaces de complexité qu'on est en train de vivre. Les compétences de gestion, elles nous servent tous les jours à, je dirais, assurer la base de nos relations. Agir dans la complexité, c'est se développer en prenant conscience de ses compétences et en développant, en fait, à partir de cette prise de conscience, de nouveaux comportements et de nouvelles postures. J'en ai mis 4 ici, en fait, qui répondent aussi à des besoins, hein, et en termes d'innovation, c'est important. Les besoins qu'on a identifiés sur le marché, vis-à-vis des collaborateurs, des salariés, même de tous ceux qui l'entourent, c'est le besoin de sens, le besoin de s'adapter, le besoin d'apprendre et le besoin de créer du lien. Ils ne viennent pas de nulle part, hein. On voit bien que quand on écoute les personnes dans les entreprises, ils disent mais moi je ne comprends plus pourquoi est-ce que je me lève le matin, qu'est-ce qui fait que je suis motivé dans mon travail et dans mon organisation. Le besoin de s'adapter, il est inhérent à ce qu'on est en train de vivre. On voit bien toutes les transitions qu'on a à traverser. Ça nous demande une remise en cause. Le besoin d'apprendre, il est constitutif de nos humanités, ce que je disais tout à l'heure. Et nous, on l'articule un peu différemment. En fait, il ne s'agit pas d'apprendre, mais il s'agit sans doute d'apprendre à désapprendre. Notre sujet, il y a une grosse différence, je fais un petit écart là, mais une grosse différence entre les intelligences artificielles et les intelligences humaines, c'est que l'intelligence humaine, elle a une capacité, c'est celle de l'oubli. Et c'est une vraie capacité. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout retenir. D'ailleurs, le cerveau humain ne pourrait pas tout retenir. Hein, cette capacité d'oubli, c'est pendant la nuit, le temps, tout ça nous fait oublier un certain nombre de choses. Ce que les intelligences, les algorithmes, en fait, n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils n'oublient jamais. D'ailleurs, ils nous ressassent des choses, des éléments qu'on souhaiterait peut-être oublier, qu'ils soient faux ou qu'ils soient vrais, et qui viennent occuper nos espaces cognitifs. Et notre question, c'est comment est-ce qu'on désoccupe nos espaces cognitifs? Comment est-ce qu'on regagne en attention? On a un vrai sujet. Pour innover, en fait, il faut de l'espace cognitif. Il faut de l'espace dans nos cerveaux. Il faut qu'on puisse interagir. Et aujourd'hui, si on se laisse emporter par des machines qui nous apportent beaucoup, hein, mais qui occupent nos espaces cognitifs, on va avoir des difficultés à mobiliser nos espaces cognitifs pour réinventer ou inventer ou innover ce que seront nos futurs. C'est clé. Et donc le désapprendre, l'apprendre à désapprendre est clé.
C'est-à-dire, on ne désapprend jamais vraiment, c'est toujours un peu ancré chez soi. Mais comment est-ce qu'en fait on acquiert de nouvelles compétences et on écrase celles qui n'ont plus d'utilité ou qui ont des impacts négatifs sur nos environnements? Moi, c'est notre combat, hein. C'est ce qu'on fait. Hein. On ne fait que ça. Comment est-ce qu'on se débarrasse de ce qui n'a aucun intérêt ou des impacts négatifs sur nos environnements? Et faire ça, c'est prendre conscience. C'est prendre conscience de ce qui est utile et le partager avec les personnes qui nous sont proches. Et donc pour faire ça, en fait, effectivement, hein, dans des optiques de regagner en espace de liberté et en espace d'innovation, on utilise les méthodes de design. Alors, méthode de design, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet en fait pas de partir du haut en disant bah, j'ai des grands principes, j'ai un grand projet, et puis on va regarder comment ça se passe, et puis on va mettre en place une organisation, et puis des processus, et puis un système, et puis un planning, un rétro-planning, etc. etc. Hein, ça on connaît, hein, c'est une gestion de projet classique. Nous on parle des vécus. C'est-à-dire qu'on va regarder comment ce que vivent les gens. On va les faire s'exprimer. On va avoir une démarche anthropologique. On va regarder en quoi est-ce que d'ailleurs ce que je vis moi et ce que vit Michel peut avoir un lien. On va faire des liens entre les vécus. Et à partir de ces vécus-là, en fait, on va construire des démarches qui s'appuient sur ces vécus pour imaginer d'autres vécus, d'autres instants, d'autres espaces. Et dans le temps, on ne considère pas que c'est one shot, qu'on va le faire ça comme ça. C'est un parcours d'expérience à vivre pour innover. Et donc ce design cognitif, il articule ça. On fait, je vois Anne-Claire, on fait des parcours dans des entreprises où on nous dit, bah, tiens, nous, on voudrait faire quelque chose de très simple, on voudrait changer le système de rémunération. Est-ce que vous pouvez nous faire, je ne sais pas moi, un processus, un cadre qui nous permette de passer d'une rémunération variable A à une rémunération variable B? Ça, c'est facile, hein, pour une boîte de conseil. On prend, alors, pardon, j'en viens, hein, donc pas de... Mais on prend des fees, on fait ça, on dit 3 mois, un planning, un machin, etc. Est-ce que c'est pour autant que les gens l'acceptent, les gens s'engagent, qu'on a une perspective plus lointaine que celle du projet en tant que tel? Et donc, on va imaginer un parcours. Et là, on casse les codes. On dit non, ça ne va pas durer 3 mois, ça va durer 24. Et puis, on va faire vivre, on va aller voir ce que vivent les gens. On va pas dire bah, voilà comment le système de rémunération, on va lui dire comment est-ce que tu vis en fait, c'est quoi tes besoins? Est-ce que tu es sûr que ce sont des besoins qui s'appuient que sur du pécuniaire? C'est quoi tes motivations intrinsèques? Motivation, le salaire, la rémunération, c'est souvent une motivation extrinsèque. Non, nous on va aller voir ce qui est du registre de la cognition, une motivation intrinsèque, on va aller chercher ça. Et à partir de là, en fait, construire un parcours. Et imaginer, et innover, hein, on innove complètement sur ces sujets-là, hein, ce que peuvent être en fait des facteurs de motivation extrinsèques qui ne s'appuient pas du tout, plus du tout d'ailleurs, par exemple sur des rémunérations variables. Voilà, c'est des exemples qu'on fait. Et il me semble que c'est important en fait d'imaginer ça encore une fois, pour s'inscrire dans les futurs. J'ai bientôt terminé. En fait, au fur et à mesure de l'évolution de notre organisation, chez Humans Matter, on s'est dit que un des sujets qu'il faut aborder dans l'innovation, c'est le futur du travail. En fait, on ne peut plus travailler comme avant, pour plein de raisons, parce que les besoins ont évolué. Je les ai repris ici, hein, les besoins de sens, créer de l'impact, s'engager dans un récit. Hein, notre capacité, notre cerveau, c'est une machine à créer du récit. Hein. Donc, vous le savez très bien, hein, vous allez monter tout à l'heure dans l'ascenseur, va vous traverser des récits sans cesse pour se dire la personne qui est en face de moi, etc. D'où elle vient, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Tout à l'heure, c'était juste incroyable les interactions qu'on a eues là. On a créé des récits individuels et collectifs là autour de cet échange. Besoin de créer du lien. Donc s'engager dans le travail aussi dans un espace de pluridisciplinarité. Et nous, on dit évaluer dans un réseau collaboratif. La coopération, elle est clé hein, dans ces sujets-là. Et puis, c'est pas de la coopération... Moi, j'utilise le terme de coopération compétitive. C'est-à-dire de la coopération qui m'apporte à moi, m'apporte à toi, m'apporte à mon environnement, m'apporte à mon organisation. Ce qui a de la valeur, ce qui traverse en fait les valeurs respectives. Et ça, c'est pas évident. En fait, on dit coopérer, bah, tiens, on va mettre des gens ensemble. Et puis, non, mais on s'interroge aussi sur le système de valeurs qui nous porte.
Besoin d'apprendre, je ne reviens pas là-dessus. Hein. C'est aussi toucher les domaines de l'employabilité, mais c'est aussi apprendre à désapprendre. Et puis, besoin de s'adapter, qui là, on va travailler sur nos propres vulnérabilités. C'est important de les mettre au cœur de ce que seront derrière les processus d'innovation. On peut travailler sur nos propres vulnérabilités. Et tout ça forme, je dirais, là aussi, hein, le récit d'un futur du travail qui nous permet d'envisager des organisations, et moi je les promeux dans des organisations innovantes, hein, qui traversent le temps. Il y a de l'anglais, hein, désolé. Future proof, hein, c'est-à-dire qui ont cette capacité à s'adapter sans cesse. Des organisations engagées, c'est-à-dire qui vont permettre de s'engager dans les transitions et les transformations à venir. Des organisations étendues. On voit bien qu'on ne peut plus aujourd'hui travailler, innover sans avoir des organisations qui dépassent les frontières même des organigrammes et des espaces territoriaux qu'elles se construisent. Et puis des organisations apprenantes, c'est-à-dire qu'elles permettent en fait derrière des innovations, derrière des projets, eh bien, nous avons appris collectivement en fait, à nous engager dans un récit collectif. Et autour de ça, hein, donc, je ne commande pas, il y a des leviers, il y a des capacités, il y a des compétences, il y a des sujets qu'on peut activer pour s'imaginer dans le futur du travail. Voilà, c'était... Je crois que tu m'attends. C'était quelques éclairages qu'on porte sur comment est-ce que nous, on envisage en fait de réinventer des futurs souhaitables, désirables, qui ont de l'impact et qui vont permettre des transformations au sein de nos sociétés. Et voilà. Merci beaucoup de votre attention. Je vous souhaite un bon parcours. Oui, alors j'aurais peut-être une première question. Donc, tu nous dis que pour innover, il faut de l'espace cognitif. Oui. Quelle est la relation au temps? Parce qu'on a quand même l'impression que le temps est une contrainte extraordinaire. On en manque, tout le monde en manque, tout le monde court après. Comment on intègre ce facteur-là? De toute façon, il est là, le temps. Donc, la question dans le facteur de désapprendre, c'est une compétence qu'il faut considérer comme étant, comment dire, c'est un parcours, d'accord ? On ne désapprend pas comme ça en 5 minutes. On fabrique, nous, des parcours d'expérience. Essaim en est un, par exemple. Hein. On va parler d'Essaim sur l'intégration des soft skills dans nos univers. Ça permet, en fait, à la fois de gagner en compétences, mais aussi de réduire ce que sont les compétences qui n'ont plus d'impact sur nos environnements. Le facteur temps, là-dedans, pas le temps. Moi, je pense qu'en désapprenant, en fait, tu regagnes du temps. Tu regagnes de la compétence à travers le temps. Je suis un peu sec sur ton sujet, je t'avouerai. Hein, mais Non, mais c'est parce qu'effectivement, on voit bien que pour beaucoup de sujets, on ne prend même plus le temps de se poser pour réfléchir. Et donc, inévitablement, même si ça c'est parfaitement juste, ah oui. On ne s'accorde même pas le temps de s'interroger et de se questionner. Ouais. Alors, merci, c'est plus clair pour moi. En fait, le sujet pour nous, c'est d'inventer de nouveaux espaces. C'est-à-dire qu'on considère toujours qu'on est dans le temps de nos travaux quotidiens, etc. L'espace même, l'espace matériel, hein, les environnements, là, on va prendre du temps, mais on se crée aussi un espace. On se crée un espace à l'ESCP, on se crée des espaces dans les salles qui sont en haut. Considérer qu'on est en interaction dans des espaces prévus et construits pour cela, c'est très important. Moi, c'est la façon, en fait, de dégager du temps, c'est aussi dégager de l'espace, c'est aussi se mettre dans d'autres territoires, dans d'autres moments, dans d'autres lieux. Le lieu est clé, en fait. On a l'impression... on voit bien que quand on déménage, etc., on a tous les sujets de comment est-ce qu'on va pouvoir travailler en innovation, on a des incubateurs, des machins, etc., etc. Mais il faut derrière, en fait, que ça puisse s'organiser dans un agenda, dans un planning, et laisser du temps dans des espaces est clé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question très simple.
Quel est le lien entre l'apprentissage et l'intuition? Voilà. Non, c'est pas... non, en fait, je pose cette question parce que pour moi, désapprendre, c'est justement être basculé vers l'intuition. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a voilà. Alors, on dit que l'intuition est une compétence, en fait, hein, en matière cognitive, dans les réseaux cognitifs. On n'est pas face à... l'intuition, c'est pas par hasard. Elle ne se produit pas par hasard, en fait. On peut construire, en fait, des dispositifs et des espaces cognitifs qui permettent, en fait, cette intuition. Et cette intuition, la question, c'est comment est-ce qu'elle devient réflexive, c'est-à-dire qu'elle fait un retour sur nos apprentissages. J'ai une intuition qui me traverse, je peux la laisser me traverser et puis ne pas la suivre. La question, c'est en quoi est-ce qu'elle m'apprend quelque chose. Donc le lien entre intuition et apprentissage, il est clé. Mais il faut se réinterroger ou alors avoir des gens qui nous réinterrogent. Le coaching sur ces sujets-là sont très importants. Donne-moi tes intuitions. Moi, je ne suis pas forcément attaché que à la question de qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu sais, mais c'est et si on se laissait porter sur qu'est-ce qu'on ressent, quels sont les futurs imaginables, voilà. Et de faire le retour sur et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend sur les autres, qu'est-ce que ça m'apprend sur mes différents environnements. Oui, bon, je vous remercie beaucoup. Juste, c'était pas pour faire le malin, mais pour rebondir sur la question qui était posée. Chez Bergson, le philosophe, l'intuition, c'est justement la réappropriation d'un temps qui n'est pas le temps quantitatif, linéaire, qui défile, mais qui est le temps de la durée et qui est le temps d'une maturation, donc d'une croissance par l'interne, par le dedans. Et je pense dans ce que vous nous montrez sur la réappropriation, le sens, en fait, il y a cette question d'un autre temps qui n'est pas le temps... voilà, qui est un déplacement dans un espace spatial déjà posé, mais qui est celui d'une croissance, d'une maturation. Et ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup avec Michel Delannoux là, au CNES. Je n'ai pas dit que je suis enseignant-chercheur, hein, c'est aussi, et je travaille sur l'innovation. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je trouve, qui est très présent dans ce que vous nous montrez. C'était juste un petit rebond sur... Et chez Bergson, c'est l'évolution créatrice. Hein. C'est justement repenser le temps et à partir de l'intuition. Ouais. Voilà, mais il ne faut pas considérer, de mon point de vue, que c'est à côté de ce qu'on est en train de dire, c'est dedans. C'est ça. Ouais, c'est vraiment. Oui. On a toujours l'impression qu'il y a le temps du travail et puis le temps de l'intuition, le temps de l'innovation. En fait, c'est à l'intérieur. Il y a un effort d'intégration de tout ça qui est clé. Et pour comprendre ça, pour prendre conscience de ça et comprendre ça, eh bien, il faut s'engager dans des expériences. Il faut vivre des expériences. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, donc, l'humain est une machine à vivre des expériences. Machine. Oui, bonjour, Martin Duval. Une question, moi, en fait, puisqu'on est là sur l'enjeu de la capacité d'agir, de passer à l'action, je reviens un peu sur cet ancrage. Selon vous, dans ce référentiel, il y en a sans doute d'autres, qu'est-ce qui est le plus difficile à faire comprendre aux gens pour justement changer ? Et notamment, quand je dis aux gens, c'est des décideurs, un comité de direction, un directeur général. Où est-ce qu'ils bloquent le plus sur des éléments de ce référentiel pour comprendre qu'il va falloir changer des choses pour mieux agir ? Eh bien, vous l'avez dit vous-même, moi je trouve que ce qui est le plus difficile, c'est de décider. C'est-à-dire qu'en fait, on décide de manière binaire sur la base de... notre cerveau, il fait sans cesse avantage-inconvénient de prendre la décision. Alors, il le fait de manière tellement automatique que finalement, les décisions, elles sont parfois très inconscientes. Enfin, un cerveau, ça prend 37 000 décisions au jour, hein, voilà, à peu près, hein. Dont 0,02 en conscience. Je suis en capacité de... La problématique pour nous, c'est de déplacer ce phénomène de conscience, c'est-à-dire de prendre dans les décisions qui s'imposent, de les prendre en pleine conscience d'eux. Moi, ça, c'est le gros sujet. Et donc, on a inventé des expériences qui permettent de contrer les biais cognitifs dans l'exercice de la décision. Moi, je mets des comités exécutifs dans une salle et on leur dit, vous allez prendre... Alors, je fais une salle de l'importance de l'environnement qui nous entoure. Je mets des post-it, un craft au mur, etc. Je suis à peu près sûr de moi, de ce qui va sortir en fait de ce workshop. De cette décision. On peut les mettre 3/4 d'heure, une demi-journée, une journée. Ils vont faire avantages et inconvénients de manière... c'est sûr. Hein. Et puis
Et puis alors, ils vont mettre des post-it, et puis on va regrouper par des post-it. On sait complètement toute la fin du truc. Hein. Tout le monde, hein, tous ceux qui ont fait cet exercice-là, vous verrez, c'est très facile. Et puis ensuite, vous leur dites, bon, tout ce que vous avez écrit là, les arguments en plus et en moins, on n'y revient plus, vous n'avez plus le droit de citer quelconque des arguments qui sont là, mais on va faire un autre exercice. Ne pas prendre la décision. D'accord ? Avantage et inconvénient de ne pas prendre la décision. Là, vous basculez d'ailleurs en matière de cognition, c'est-à-dire que vous n'utilisez plus les mêmes espaces, vous êtes justement plutôt, pour ceux qui sont en S1, S2, quand même, vous allez basculer, utiliser un autre espace cognitif pour réfléchir à cette question-là. Faites cet exercice, je vous le conseille, et ils identifient d'autres arguments, on alimente en fait cet espace de plus-moins, et parfois, d'ailleurs, les décisions sont contraires. Moi, j'ai quelques exemples de cet exercice sur la décision consciente qui sont absolument incroyables. Ça s'appelle la balance décisionnelle. On a monté cette expérimentation, on l'a documentée et elle est absolument... Mais moi, je crois que c'est le plus difficile, le plus compliqué, prendre les décisions conscientes. Pour rebondir sur ce que vient de dire Martin, Charles Strecher à Aesio Mutuel, je suis exactement dans cette disposition-là aujourd'hui avec mes dirigeants. Et la question, en fait, j'essaie de développer ce genre de choses, ce genre de sujet autour des neurosciences pour désautomatiser. Le retour que j'ai, c'est OK, quel est ton KPI? Comment tu mesures ça? Et donc le sujet d'Emmanuel sur le rapport temps, aujourd'hui, on est dans une période en fait où il y a des paradoxes. Ouais. Plein de paradoxes, ouais. J'enfonce une porte ouverte, ouais. Mais voilà, il y a ce sujet-là, c'est des sujets de sciences humaines, là. Ouais. On est confronté à des sujets qui sont beaucoup plus de performance court-termiste. Ouais. Ouais. Donc le sujet au temps est fondamental en fait. Ouais. Et moi aujourd'hui, on m'a demandé de travailler sur des KPI, ouais. de mesure de la valeur générée par ces éléments-là. Oui. Sauf qu'on a du mal à comprendre cette notion de je ne peux pas te donner quelque chose tout de suite. Voilà. C'est clair. Alors, nous, on a monté un observatoire qui est l'observatoire de la capacité d'agir et qui permet de mesurer ce qu'on gagne en agentivité, c'est-à-dire en capacité d'agir sur nos environnements. Hein. Donc, ça, c'est clé. Alors, ça ne donne pas un KPI, ça donne une trajectoire. Un peu la différence. Mais j'ai peut-être un truc pour vous aussi. C'est-à-dire que pour moi, en fait, d'aborder ces sujets-là n'est pas du domaine de la performance, mais du domaine du potentiel. Et donc, il faut changer les systèmes de valeurs. C'est-à-dire les systèmes de valeurs qui sont basés sur des KPIs visent en fait plutôt le rétroviseur et sont plutôt centrés sur la performance. Moi, je regarde ce que sont les impacts dans le futur du potentiel atteignable. Et ça change les systèmes de valeurs. Il faut faire travailler vos dirigeants là-dessus. C'est-à-dire, d'accord, non mais je ne remets pas en cause en fait le KPIs. Moi, pour moi, il y a un « et » là-dedans. Hein. Il est parfaitement acceptable. Mais pour autant, en fait, c'est pas key performance, mais c'est key potential. Et ça, c'est clé. Vous verrez, je pense qu'on peut avoir des sujets de bascule quand on comprend que l'un va avec l'autre, notamment dans des processus d'innovation. Quels sont les potentiels atteignables? On va prendre une dernière question et vous pourrez poursuivre les échanges. Tu seras aussi avec nous au déjeuner. Oui. Donc voilà, vous pourrez poursuivre les échanges plus tard. C'est passionnant. Jean-Yves Morel. Sans faire de l'autoflagellation européenne qui malheureusement est trop fréquente, si on regarde les sujets de l'automobile électrique, de l'intelligence artificielle, des nouveaux réseaux sociaux, des nouveaux modes de commercialisation, enfin, etc., on retombe toujours sur des pôles hyper performants en termes d'innovation qui sont d'une part la Chine, d'autre part les États-Unis. Ma question est, est-ce que sur ces deux systèmes d'organisation fondamentalement différentes, est-ce que ça signifie qu'ils ont intégré dans leur mode de fonctionnement, soit dans leur culture, soit dans leur histoire, des éléments qui relèvent de ce que vous venez de nous présenter? Ah oui, moi je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets-là, effectivement, et qui sont effectivement des déplacements des systèmes de valeurs, hein, pour revenir au sujet d'avant, et qui permet en fait d'intégrer les dimensions de ce que peuvent apporter les interactions humaines. Moi, je trouve. Merci Olivier pour ce partage. Bon déjeuner.